Alors, pour poursuivre et terminer notre journée sur cette thématique très générale de l'éco-responsabilité, donc tout à l'heure nous avions des chefs et des producteurs qui nous ont expliqué et qui ont témoigné comment eux, ils pouvaient s'engager par rapport à cela et ce qu'ils pouvaient attendre des jeunes gens que nous formons et qui vont intégrer leurs entreprises. Sur cette table ronde, nous avons toujours dans la même démarche d'éco-responsabilité des entreprises qui sont tournées sur plutôt le secteur agroalimentaire, des entreprises partenaires que nous connaissons bien, et une association qui se présentera, qui est donc représentée par M. Fessard et qui est Bon pour le climat. Donc j'ai demandé à Laurent Georgeot, parce que j'ai trouvé qu'il avait de véritables compétences d'animateur en table ronde, hein, vous serez d'accord, voilà, de m'aider, un peu pris comme ça au débeauté, c'est aussi une épreuve, de m'aider effectivement dans cette animation. Donc là on aura des supports visuels aussi à vous montrer, donc ça va être une présentation un petit peu différente de tout à l'heure. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on ressorte avec, à partir de la table ronde de tout à l'heure et celle-ci, des idées pour que dans nos établissements, nous puissions appliquer et faire passer des messages sur l'éco-responsabilité, si tant est qu'on en soit convaincus. Parce qu'effectivement, si nous ne sommes pas, nous, des acteurs de cette amélioration de notre environnement, on risque de passer à côté de quelque chose qui risque d'être grave. Bonsoir à tous, oui, on dirait presque. Donc je crois que ce qui est très intéressant avec l'entreprise Boiron Frères, qui produit les produits, les vergers Boiron, que vous devez connaître tous, je suppose, qui sont des purées de fruits et dans certains cas de légumes surgelés qui sont beaucoup utilisés dans la gastronomie, en particulier dans la pâtisserie. Ce qui est très intéressant, c'est d'illustrer comment est-ce qu'un industriel, parce que c'est une entreprise qui a une véritable dimension industrielle, peut rester un acteur responsable. En fait, je pense que c'est le témoignage de ça. Et il y a plusieurs éléments qui conduisent. Donc juste pour situer l'entreprise, les Boiron Frères, la société Boiron Frères a fait son succès sur la constance dans l'excellence de ses produits. Et ça, c'est lié à un savoir-faire très particulier d'assemblage, un peu comme fait le champagne. Elle a pu se développer en France et à l'international. Et son développement à l'international a été fait à travers l'arrivée dans plein de continents de gens formés ici en France et qui ont tellement apprécié, en particulier les pâtissiers, travailler avec les produits qu'en fait ils ont souhaité. Et donc l'entreprise les a accompagnés et maintenant présente dans 70 pays. Elle produit, elle est sur les 3 continents et il y a 105 salariés. Donc c'est une très belle PME française qui sait s'exporter très bien. Je continue. C'est une entreprise familiale. Alain Boiron, qui la dirige, est le 4e. C'est la 4e génération, ce qui est assez rare. Et il n'est pas exclu même qu'il y en ait une 5e. C'est pas une dynastie, mais de facto, ça se produit comme ça. Et c'est très important par rapport au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, parce qu'Alain Boiron tient absolument à être maître de ses choix. Donc lui et sa famille sont absolument majoritaires au capital. Et ils n'ont pas d'investisseurs qui vont réclamer un retour sur investissement de 15% en 3 ans. Et du coup, ils sont maîtres de leur choix. Et ce sont des gens qui s'inscrivent dans la durée. Ça, c'est très important. Ils ont une certaine humilité. C'est-à-dire que, paradoxalement, ce sont des gens qui parlent beaucoup de leurs produits, mais rarement d'eux. Et parce que ce qui les intéresse, c'est d'agir dans la durée, c'est d'agir et d'agir dans la durée. Et la responsabilité est quelque chose qui existe avant les questions de développement durable, c'est intrinsèque avec l'entreprise. Ça s'est traduit, je ne vais pas prendre trop de temps, ça s'est traduit par un certain nombre de choses, c'est assez horizontal. Hop, on peut continuer. Voilà, encore, voilà. Quelques éléments clés, voilà. Donc l'entreprise a investi 13 millions d'euros dans un équipement industriel à Valence, qui est un bâtiment HQE et qui essaye autant que possible d'améliorer ses performances environnementales en matière d'énergie,
en matière de gestion des déchets, en matière d'utilisation de l'eau et de rejet. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui a été fait dans une optique d'optimisation au maximum. Et notamment les déchets de fruits qui sont très importants forcément se réduisent. C'est une politique en flux constant, c'est-à-dire qu'il y a eu, à chaque fois, il y a des recherches en permanence d'optimisation. Ce qu'on a vu à travers le film illustre quelque chose qui est très important et qui fait écho à ce qu'on a, d'une autre façon, à ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, les volumes d'un acteur industriel sont sans comparaison avec les volumes nécessaires pour un restaurateur. Donc, la problématique pour les vergers Boiron est d'assurer une qualité et une fiabilité de leur approvisionnement. Et ça, pour Alain Boiron, ça passe par des filières de qualité et des filières solides. Donc, il a un travail de relation très étroit, non pas avec ses fournisseurs, ce qu'il appelle avec ses partenaires. Donc, il investit lui-même, en tant qu'acteur industriel, dans des plantations. Il investit, il les aide énormément à monter en gamme en termes de qualité et d'usage, notamment, on pourra revenir sur la question du bio après, mais l'usage des intrants phytosanitaires en les approchant au plus près d'une évaluation du risque. C'est une démarche très pragmatique, mais l'esprit est là, et après, il y a un rapport entre l'éthique et la responsabilité en permanence, une espèce de dialogue, une tension qui est très intéressante. Une des choses qu'apprécient énormément les fournisseurs de vergers Boiron et qui les rendent très très fidèles à la marque, ils sont fidèles dans les deux sens, c'est qu'il y a un désir de produits de qualité, les fruits sont achetés à maturité, et il n'y a pas du tout d'achat spot, il n'y a pas d'achat sur les prix, c'est pas du tout cette démarche-là. On a des contrats pluriannuels. Évidemment, il y a un volet ressources humaines. Finalement, quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a 40% c'est une entreprise qui marche bien, qui recrute en local, qui fait du bien à son territoire, plus 40% d'effectifs depuis 2010, depuis qu'ils sont à Valence, qui est un retour pour eux, un retour aux origines. Ils étaient 35 heures avant la réglementation. En formation, ils font 2 fois plus de formation que l'oblige la réglementation. Ils sont très vigilants à l'équilibre vie privée, vie professionnelle de leurs collaborateurs, et notamment pour tous ceux qui se déplacent à l'international, parce que ça peut vite impacter, il n'y a pas de discrimination à l'embauche, il y a une crèche et son soutien d'une crèche locale, etc. C'est que des petites choses, c'est pas du grand show-off, mais toutes ces petites choses additionnées, en fait, produisent plein de choses intéressantes, en tout cas. Et puis, le dernier élément, et après je vais terminer avec ça, Alain Boiron, on lui a proposé de partager cette réussite avec les jeunes, parce que pour finalement témoigner des valeurs et des engagements de l'entreprise sans en parler, mais dans l'action. Et il a dit, ok, partageons avec les jeunes. Et donc on a monté un trophée d'exception qui permet à 3 jeunes issus des lycées de BTS, en fait, de BTS option culinaire, donc de BTS de culinaire, de partir 1 an après le BTS, se former, compléter leur formation par un travail d'excellence chez 3 restaurateurs Bocuse d'Or. Donc c'est la première édition qui est partie là, et ils sont, c'est ces 3 jeunes lauréates, et elles sont 4 mois successivement chez Gers Kaye en Norvège, chez Henrik Norström à Stockholm et Ferdi de Becker en Belgique. Et elles partagent, l'autre élément très important, c'est qu'on les aide, on les fait monter en compétences aussi sur le récit et le témoignage de leur expérience, dans l'intention de donner envie à d'autres de se frotter aussi à des expériences internationales et d'excellence. Merci beaucoup. Donc on a pu apprécier qu'une PME française qui grossit, qui va conquérir des parts à l'international. J'ai relevé quelques petits détails, donc basés sur le cahier des charges, le savoir-faire avec excellence. C'est un sujet qu'on a eu tout à l'heure, le temps et l'exigence. C'est vraiment des points relativement clés. J'ai une petite question concernant les structures. J'ai vu passer des mots coopératives, groupe, indépendance financière. Est-ce que ça infléchit finalement vos décisions économiques? Bon, on le voit, ça se matérialise dans les contrats pluriannuels, mais est-ce que ce désavantage parfois d'avoir des contraintes par ces choix éthiques vous permet quand même d'avoir des marchés
comme les autres entreprises du secteur? Alors, en fait, on n'a aucune difficulté particulière si on se réfère à nos concurrents directs. En revanche, c'est aussi un choix stratégique, économique de l'entreprise qui consiste à ne pas aller sur certains marchés industriels qui impliqueraient, par exemple, pour des débouchés sur des yaourts, pour des débouchés plus grand public. Les débouchés des produits sont exclusivement professionnels, exclusivement de la gastronomie. Et c'est un choix. C'est un développement mesuré, maîtrisé, pour effectivement qu'il n'y ait pas des cahiers des charges impossibles à tenir par rapport à cette réflexion en responsabilité. Ma dernière question, ce sera, et les moches, puisqu'on en a discuté tout à l'heure, est-ce qu'ils ont leur place dans vos productions? Absolument. En fait, tous les lots, quand ils rentrent, sont testés sur un plan organoleptique, sur un plan résidu phytosanitaire pour vérifier s'ils correspondent à ce qui a été décidé dans le cahier des charges. Mais la qualité visuelle, en plus, vu le résultat et ce qu'on en fait, ce serait dommage, franchement, s'en soucier plus que nécessaire. On va passer ensuite à Madame, chez Malongo, qui va nous présenter son activité et en quoi elle contribue à l'éthique, dans la philosophie du développement de l'entreprise et dans ses pratiques au quotidien. Bonjour, donc je m'appelle Paola Wittenberger, je suis ravie de vous voir. Normalement c'est toujours vous qui êtes de l'autre côté, moi assis. Donc je représente la société Café Malongo, qui est une société niçoise créée en 1934. Mais à la base, je souhaite vous parler de mon propre témoignage, puisque je suis à la base originaire de la Colombie, 4e génération des producteurs de café, qui est un produit extrêmement consommé dans le monde, et dans lequel j'ai trouvé au Malongo un rôle de véritable entrepreneuriat équitable. Parce que quand on est producteur de café, c'est comme quand en France, nous avons des producteurs laitiers, des bergers. Je parle nous en France parce que je suis aussi française. Je suis fière de l'être surtout aujourd'hui, dans les temps qui courent. De respecter notre valeur de la terre. L'être humain doit être au cœur du système. Donc, cette société niçoise, elle a été créée en 1934, dans laquelle nous nous sommes spécialisés dans les arabicas haut de gamme. Petit peu, petit peu, nous avons démarré dans le sud, nous avons monté à Lyon, nous avons arrivé à Paris. Sauf que l'expansion du café en France a été très difficile après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui nous a permis un essor beaucoup plus connu, et c'est comme ça que nous avons percé depuis longtemps l'éducation nationale, c'est nos produits, notre connaissance. Depuis 25 ans, nous avons démarré avec les Jeux olympiques à Barcelone, quand nous avons parti travailler avec les lycées hôteliers espagnols, soutenir et donner à manger aux sportifs et la cuisine française avec du café français. Et ça, c'était vraiment important, et c'est à partir de là qu'il y a eu un lien humain qui s'est créé avec l'éducation nationale. Donc ça, c'était notre premier pas. Ensuite, il y a eu plusieurs pas. Ça a été développement des boîtes, développement de plein de produits. Et ensuite, on est arrivé en 1992, dans lequel il y a eu le commerce équitable, dans lequel nous avons démarré nos premiers débuts. Et à partir de 1997, nous avons retrouvé les premières boîtes des petits producteurs dans les supermarchés. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à avoir en place. Mais entre 92 et 95, nous avons été une société philanthropique. Et nous avons sponsorisé le commerce équitable en France. Donc ça, jusqu'à aujourd'hui, ça fait partie d'une de nos actions les plus importantes, puisque nous sommes le premier acteur du commerce équitable dans le café. Nous faisons partie, depuis de longues années, du pacte mondial. Nous, aujourd'hui, nous sommes membres du COP 21, qui va démarrer à la fin dans quelques jours à Paris. Et également, nous sommes membres aujourd'hui de tout ce qui est le commerce équitable au niveau mondial pour aider le monde. Et également, depuis 2008, nous avons mis en place le rapport éthique des entreprises. Nous avons été une des premières sociétés à le mettre en place en France, sachant que ça n'existait pas à l'époque, en 2008, dans lesquels nous parlons des chiffres d'affaires. Mais le but, ce n'est pas de parler des chiffres d'affaires,
mais c'est aussi une démarche. Qu'est-ce que nous faisons? Vous dites le café. Vous consommez tous des cafés? Qui ne consomme pas des cafés ici sur la table? Bravo monsieur, je vous félicite, mais je suis sûre que vous consommez du thé aussi. Vous ne consommez rien? De l'alcool? Ah! Sinon, vous êtes vraiment un corps glorieux. Donc, à partir de ces constats, ça veut dire que nous sommes tous acteurs et consommateurs. Mais il faut que nous devenions des consommateurs équitables et consciencieux. Et le café, le thé, le chocolat, le vin, nous n'avons pas la mesure de cette conscience d'un produit noble qui vient de la terre. Ben nous, il a fallu qu'on prenne les devants. Parce que devant nous, ben, je ne vais pas vous dire les noms des multinationales, vous les connaissez bien, hein. Ils sont à côté, donc je dois respecter mes partenaires. Mais vis-à-vis, nous allons avoir un respect à avoir dans l'avenir. Et ça va être travailler la terre, respecter les achats, respecter le producteur pour avoir une confiance, surtout que dans le monde du café, nous sommes dans le 3e monde, permettre aux producteurs d'avoir de l'éducation, de la connaissance des marchés alternatifs, des préfinancements des récoltes, de les aider à travailler moins des pesticides et à améliorer la qualité pour répondre à l'Europe et au reste du monde. Donc nous travaillons ça depuis 25 ans. C'est la seule chose qui nous permet aujourd'hui et c'est ça qui nous a permis de résister à la crise de 2008. Également, la qualité. C'est ça qui nous permet de retenir aujourd'hui. Et le jour que nous avons pris conscience aujourd'hui que nous avons des produits faits en France, made in France, nous sommes des Français, nous avons des bergers, nous avons des produits laitiers, nous avons des fermiers, soyons fiers de porter nos blassons. C'est magnifique. Mais nous avons oublié ça. Merci beaucoup. Comme quoi en France, malgré les charges, etc., des petites entreprises au départ deviennent des grandes au niveau international, en se mettant pourtant des cahiers des charges exigeants et une répartition de la valeur ajoutée équitable entre les partenaires. Donc pour l'instant nous avançons dans la lignée de ce qu'on a fait toute la journée et on est très content de vos exemples. Nous allons demander à M. Moron, maintenant, qui représente les thés d'Ilma, de témoigner effectivement de la philosophie de cette entreprise. Si vous voulez, nous sommes l'importateur et le distributeur en France des thés d'Ilma depuis 6 ans et demi. Mais avant de commencer la distribution en France, où la marque n'était pas présente, je suis allé moi-même au Sri Lanka pour me former. J'ai envoyé une quarantaine de commerciaux de l'entreprise sur place en 6 ans pour se former. Je suis allé à une dizaine d'écoles du thé sur place. J'ai même investi et créé la première école internationale du thé à l'Institut Paul Bocuse à Écully pour former les 650 élèves des 3 années aux basiques du thé, aux accords mai-été. Alors, la maison d'Ilma, pour moi, ça a été un choix humain. Dans toutes les marques que nous importons, j'ai un département épicerie fine, produits frais et surgelés. J'ai une filiale aux États-Unis que j'ai créée il y a une quinzaine d'années. J'ai créé cette année une autre filiale au Japon. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que parmi toutes les marques que nous distribuons aujourd'hui, Dilma est un cas unique d'engagement d'entrepreneurs au service des plus pauvres dans leur pays. Et ça m'a beaucoup touché. Ce que vous avez vu là, donc c'est un petit film très court sur la première fondation MGF Charitable Foundation, donc, qui a été créée il y a une quinzaine d'années pour financer 150 programmes locaux. Et la deuxième, la Dilma Conservation, donc développement durable, protection de la nature, protection des espèces menacées. Cette fondation
agit énormément, par exemple, pour la protection de l'éléphant d'Asie à Ceylan. En 2 mots, Ceylan, c'est situé au sud de l'Inde. C'est un pays indépendant depuis le départ des Anglais en 1948. Et il y avait à peu près 100 000 éléphants d'Asie. 100 000 éléphants d'Asie il y a un siècle. Il n'en reste plus que 10 000 aujourd'hui. Donc pour les Sri Lankais, il est très important de protéger cette espèce qui fait partie de leur environnement. Donc la famille Fernando a créé un orphelinat. C'est un des multiples exemples. Donc un orphelinat pour accueillir les éléphantos suite au braconnage des mères. Donc il y a une 50aine de petits éléphants dans cet orphelinat. D'autres exemples, la reforestation. Dilma investit beaucoup pour replanter. Vous savez que c'est une île qui a connu 30 ans de guerre civile. La paix existe depuis maintenant 6 ans et demi, mais pendant 30 ans, il y a eu plus de 200 000 morts. Donc il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont orphelins. Il y a aussi un orphelinat pour les petits-enfants. Il y a énormément de maisons pour aider les handicapés qui ont été créées par la famille sur place. Handicapés physiques, handicapés psychiques aussi. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que la volonté du fondateur, M. Fernando, ça a été de tout intégrer verticalement. D'avoir les plantations, la transformation, le conditionnement, tout se fait sur place. Autrement dit, la valeur ajoutée, elle est maintenue au pays. Avant, dans le monde des matières premières, que ce soit le thé, le café et bien d'autres matières premières, la vraie valeur ajoutée, elle n'est pas faite par les producteurs eux-mêmes, même s'ils empochent avec dans le système du commerce équitable, si vous voulez, un prix plus élevé pour leurs matières premières, mais la vraie valeur ajoutée, elle est faite par les entreprises qui exploitent leur marque au niveau mondial. Donc M. Fernando, il a voulu conserver toute la valeur ajoutée au Sri Lanka. Ça leur permet de prélever 10% de leurs bénéfices annuels pour financer toutes les actions humanitaires et toutes les actions de protection de la nature, de l'environnement et des espèces menacées. Donc 10% des bénéfices de l'entreprise sont consacrés au financement de ces 2 fondations. Voilà, je voulais bien expliquer ça parce que la démarche éthique et développement durable est une démarche en profondeur de la famille Fernando. Alors je vous ai apporté, si vous le souhaitez, le rapport annuel. Nous pourrons vous l'adresser en PDF à tous ceux qui nous laisseront leurs coordonnées. On sera un plaisir de vous l'adresser. Donc les programmes sont détaillés un par un, avec les chiffres, tout est quantifié. Il y a aussi une brochure qui explique la philosophie de l'entreprise Dilma en matière d'aide humanitaire sur place et en matière de développement durable. Personnellement, je ne suis pas un technicien, si vous voulez, du sujet, mais tout ce que je sais, c'est qu'en matière de protection des sols, les tests ont été faits avec du biochar, donc c'est un amendement organique qui augmente la fertilité des sols et qui permet de réduire aussi le carbone. L'objectif de Dilma, c'est en 2017 d'être complètement neutre sur les émissions de carbone. C'est important de signaler que la philosophie de l'entreprise consiste à ne faire que des thés pure origine. Ça veut dire que les thés qui sont conditionnés par Dilma sur place sont des thés, comment dirais-je, de Ceylan. Il n'y a pas de mélange avec des thés d'Inde, de Chine, du Kenya par exemple, ou d'Indonésie, dans le même sachet.
on est en thé pure origine. C'est la seule maison qui garantisse tous ces thés, sur les 450 qui sont produits, tous ces thés sont pure origine. Donc, unblended. Il n'y a pas de mélange d'origine différente. Donc ça, c'est très important. Donc, au niveau, il n'y a pas de... comment dirais-je, on ne fait pas transporter des centaines de tonnes de thé d'un pays à un autre pour les conditionner et les réexpédier ailleurs. J'ai un exemple en tête d'une maison en France qui conditionne des thés qui viennent des quatre coins de la planète et ça repart au Japon dans l'autre sens. Non, c'est pas très écologique, cette façon-là. Alors, la maison d'Ilma, sur les deux fondations, il y a cette année un budget de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros, mais avec le pouvoir d'achat sri-lankais, c'est comme si on avait un budget de 30 millions d'euros ici, à consacrer à des actions de développement durable et des actions humanitaires. Donc c'est un budget très important. Ce que je peux vous donner comme exemple qu'on a visité avec Catherine et avec nos équipes, bon, je vous ai parlé déjà de l'orphelinat pour les éléphants, mais en ce qui concerne les aides aux personnes des communautés les plus pauvres, c'est une aide par exemple à l'éducation. Dans les villages qui sont un petit peu retirés, il faut 2 ans pour avoir Internet. Et sans Internet, les jeunes ne peuvent pas apprendre l'anglais. S'ils ne peuvent pas apprendre l'anglais, ils ne vont pas trouver un emploi ensuite. Dilma, la Fondation aide à financer les ordinateurs dans les écoles. Quand il y a eu la paix dans le nord-est, il a fallu habiller des milliers de jeunes. Quand il y a eu le tsunami le 26 décembre 2004, il a fallu reconstruire des maisons. Il y a eu plus de 30 000 morts d'un seul coup. Donc ils ont reconstruit 200 maisons, ils ont acheté des bateaux pour les pêcheurs. Il y a un programme pour aider les prisonniers à la sortie de prison à se réinsérer socialement. Il y a un programme pour les femmes battues, il y a un programme pour les jeunes entrepreneurs qui veulent créer leur société. La Fondation a aidé plus de 800 petits entrepreneurs à s'installer. Ce n'est pas du microcrédit, c'est un vrai don qui est fait à un porteur de projet. Alors, voilà. on a bien vu toutes les actions de la Fondation Dilma. Vous êtes sur le territoire français distributeur de cette marque. Et nous l'importons et nous la distribuons en hôtellerie, restauration, et on fait d'un Ma question va être très simple, c'est dans quelle mesure ces bonnes pratiques chez ce producteur sont mises en avant? Est-ce que vous faites un effort particulier pour distribuer dans le choix de vos marques ce type de produit, ou est-ce que ça n'est une parmi tant d'autres qui est distribuée? Quel est au final l'impact sur vos pratiques en tant qu'entreprise de distribution? Vous êtes un des maillons essentiels de la chaîne. Dans quelle mesure est-ce que cela vous influence? Quelle est votre action mesurable sur ce concept? Est-ce que vous mettez une force de vente supplémentaire? Comment ça se passe? Alors, pour moi, le plus important, ça a été la formation des équipes au siège comme sur le terrain. Je le disais tout à l'heure, j'ai investi beaucoup en formation. J'ai envoyé une quarantaine de collaborateurs sur place se former pour savoir de quoi on parle, pour aller visiter les différents centres créés par les deux fondations. C'est pas la même chose sur les autres marques? C'est quelque chose que vous ne faites pas? D'accord. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment un cas unique. Et d'ailleurs, à telle enseigne que le fondateur, M. Fernando, a été honoré à Oslo au mois de mai cette année. Il a reçu parmi sans doute pas mal comment dirais-je, de candidatures, mais c'est pas une candidature en fait. Il y a un comité des anciens prix Nobel. Il y a un comité des anciens prix Nobel qui a décerné le prix de l'entrepreneur social de l'année. Et il a été honoré parmi, en tout, je crois, 6 chefs d'entreprise qui ont été sélectionnés au plan mondial pour leurs actions exemplaires en matière de développement durable et d'éthique sociale.
D'accord, mais je vais revenir à ma question. C'est est-ce que ça a aiguisé votre appétit pour des actions de cet ordre-là au sein de votre propre entreprise? Oui, alors, à titre personnel, j'ai créé une association pour handicapés psychiques il y a plusieurs années. Et comment dirais-je, je suis vraiment en phase avec ce qui se fait par Dilma au Sri Lanka. Ça me donne des idées, vraiment. Donc ça a inspiré vos collaborateurs en interne et je pense que tous les collaborateurs sont très touchés par ce qui est fait chez Dilma. Parce que plus de la moitié des salariés sont venus au Sri Lanka. Certains 2, 3 fois, 4 fois. Donc c'est vraiment, c'est plus qu'une marque, c'est une inspiration pour vous. Voilà, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Bon. Oui. Très bien. On va peut-être passer à notre interlocuteur. Oui, pardon. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Alors moi, j'ai été plus ou moins présenté, je vais en dire un peu plus qui je suis, et je vais surtout vous dire pourquoi je suis là. D'abord, si je suis là, je remercie Joseph Legal, je ne sais pas où lui passer, de m'avoir permis de participer, parce qu'en fait, si je suis là, c'est parce que nous avons absolument besoin de vous. Alors, je vous expliquerai pourquoi après. L'essentiel a été dit, donc moi je tiens une rubrique qui s'appelle Développement durable dans le blog des experts de l'hôtellerie-restauration depuis 10 ans. Et tenant cette rubrique Développement durable dans le blog des experts depuis 10 ans, j'ai rencontré énormément d'hôteliers, de restaurateurs tout à fait vertueux et qui font des choses tout à fait bien en termes de développement durable, en respect de la planète, etc. Mais ce que j'avais remarqué, c'est qu'ils ont commencé par les économies, c'est logique, économie d'énergie, économie d'eau, économie de produits lessivels, qu'après ils ont travaillé aussi économie en cherchant à réduire le gaspillage, ils ont travaillé sur la valorisation des biodéchets, ils ont travaillé sur l'éco-conception de leurs bâtiments, ils ont fait énormément de choses. Mais il y avait une chose qu'ils avaient très peu touchée, c'était le contenu de l'assiette. Et depuis 2 ans, je me disais, il faut absolument qu'on les fasse réfléchir sur le contenu de l'assiette, parce que le contenu de l'assiette, on ne le sait pas forcément, mais on en parle dans les médias actuellement, c'est 30% des gaz à effet de serre. Ça pèse autant que le transport et l'énergie. C'est un poids considérable. Et puis quand j'ai vu la COP 21 arriver, je me suis dit, c'est le bon moment. Et donc, en fin d'année dernière, avec François Pasteau, qui est notre président, on a décidé de créer une association. On a eu la chance d'avoir tout de suite le soutien du Sinorca, mais aussi de Relais et Châteaux. Et vous avez vu, on est une toute petite association, on est 60, mais on est extrêmement bien représenté dans ce congrès, puisque nous avons 3 adhérents sur 60 qui sont présents, à savoir qu'on a Michel, Régis et Jacques Marcon qui sont parmi nos premiers adhérents. Demain, vous verrez Véronique Bréjon du Coq Gagli, qui est aussi parmi nos adhérents, et puis Joseph Legal, qui est là maintenant, qui est aussi un de nos adhérents. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un menu, un plat bon pour le climat? C'est un plat qui respecte 3 critères. Le premier critère, c'est la saison. On sait très bien qu'en prenant des produits de saison en maturité, au lieu de prendre des produits qui sont fabriqués sous serre, etc., le bilan carbone est excellent. Non seulement le goût, la qualité du produit est excellente, mais le bilan carbone est excellent. Deuxième critère, c'est les produits locaux. Plus on s'approvisionne, alors je dirais, là ce que je suis en train de dire, ça a été très bien démontré dans la table ronde précédente, ils m'ont fait le boulot en gros. Hein. Donc, les produits locaux. Alors, je tiens à préciser quand même, parce qu'on a à côté de moi 2 personnes qui proposent du café, qui proposent du thé. C'est pas franchement local, même si les entreprises sont en France. Mais on a, quand on travaille sur le locavore, on a une expression, ça s'appelle l'exception Marco Polo. C'est-à-dire, si un produit n'est pas fabriqué sur place, vous pouvez toujours vous le procurer venant de moi, parce que vous n'allez pas vous priver de café, vous n'allez pas vous priver de thé. Un de nos vice-présidents, c'est Olivier Rollinger. Vous savez, sa spécialité, c'est les épices. On avait dit à Olivier, faut se passer des épices. Je ne crois pas qu'il serait devenu un de nos vice-présidents. Vous voyez? Alors, c'est donc le deuxième critère, c'est le local. Le troisième critère, c'est qu'il privilégie le végétal. On ne cesse de dire qu'on mange trop de viande, que c'est pas bon pour la santé, etc. Mais à un moment donné, il faut que la profession prenne en compte cet aspect. Et donc, ça ne veut pas dire arrêter de proposer de la viande. Loin de là, c'est ce que j'ai dit, c'est réduire la viande, réduire le poisson,
mais par contre monter en gamme, de façon à pouvoir s'offrir des produits de plus grande qualité. Quand on est dans la gastronomie, c'est pas trop problème, mais nous, l'idée, c'est de mobiliser l'ensemble de la profession. C'est-à-dire qu'on a des étoilés, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, mais on a aussi une crêperie, on a aussi un food truck dans nos adhérents. Et c'est comme ça qu'on conçoit. On est aussi en train de mobiliser la restauration collective. J'ai appris ce matin qu'il y a 11 établissements de la restauration collective, d'une enseigne qui s'appelle Arpège, qui vont adhérer à notre démarche. Alors, quand je dis cela, au début, moi je pensais que le changement important qu'on allait faire à la profession, c'était justement de mettre en avant le végétal au détriment des protéines animales. Et en fait, je m'aperçois que c'est encore plus compliqué que ça, parce que dans la pratique, de nombreux chefs sont d'accord sur cette idée, sont déjà en train de la mettre en œuvre et les font fonctionner. Mais là où on a des freins actuellement, c'est étonnamment sur l'approvisionnement local. Je découvre avec stupeur que beaucoup de chefs cuisinent des produits dont ils ignorent totalement l'origine, parce qu'ils travaillent avec des distributeurs, et les distributeurs ne communiquent pas forcément sur l'origine du produit. Il y a très peu qui sont capables de faire ce que plusieurs d'entre vous font au niveau des restaurateurs présents, c'est-à-dire d'aller travailler avec des producteurs locaux, comme ça a été décrit tout à l'heure, très bien. Et enfin, le dernier critère, c'est la saison. Eh bien, étonnamment, on est maintenant conditionné dans un univers tel qu'on ne sait plus les saisons des produits. Et donc, on a des gens qui sont ignorants par rapport à ça. Et c'est pas rare. Alors moi, c'est un des trucs qui m'énerve profondément, mais en plein hiver, vous avez dans des buffets, alors c'est des colloques sur le développement durable, on vous sert des tomates cerises. Je dis, mais comment c'est possible? Vous voyez? Alors, pourquoi je m'adresse à vous? Ben, c'est parce que, pour que ça change, il faut prendre ça dès le départ, il faut prendre ça dans les écoles hôtelières. Il n'y a pas 36 000 façons, on est en train de faire bouger la profession. Il y a des restaurateurs, des chefs qui sont tout à fait prêts à faire cela, mais encore faut-il que les élèves suivent. Et là où il y a la difficulté, parce que ma fille est en école hôtelière, là où il y a la difficulté, c'est au niveau des enseignants. Il faut que le corps enseignant joue le jeu, que le corps enseignant s'implique dans le processus. Merci beaucoup, parce qu'on a une visite qui est prévue par la suite, donc malheureusement une contrainte forte. En tout cas, pour répondre à la question sur la partie enseignement, on a là quand même un panel assez vaste. On a des critères qui sont largement repris par le monde scientifique, par des chefs qui le mettent en œuvre au quotidien et qui peuvent largement inspirer les enseignants et les élèves. Une littérature nombreuse existe à ce sujet-là. On voit qu'on a des importateurs qui font des efforts pour mieux connaître les produits qu'ils distribuent, qui permettent ensuite, au niveau interne, d'inspirer, on espère plus fortement, les personnes qui sont sur le terrain pour les distribuer, qui ont un portefeuille beaucoup plus large de ce type de produits. On voit qu'il y a des importateurs finalement qui ont aussi une politique basée sur l'éthique et le commerce équitable avec des produits labellisés qui ont conduit à leur succès. On a aussi la chance de voir qu'il y a des transformations vers une industrialisation à partir d'un business familial au départ, vers un business industriel qui garde son sens et qui ne se perd pas dans un capitalisme financier pur et dur en respectant sur le long terme ses engagements avec les terroirs. Le micro tout de suite. En fait, en sortie d'usine, les produits c'est de la matière première brute, en fait, qui a été transformée, mais il n'y a rien dedans. C'est de la matière première quand même brute. Donc on va malheureusement finir maintenant et ne pas prendre de questions.